Bonjour et bienvenue. On est en direct de Stratégie PME 2025 et puis on remet ça cette année. Donc, on va enregistrer quelques capsules, quelques entrevues avec des experts sur place. Puis on commence avec un sujet vraiment le fun qui est le storytelling en B2B. Avec un expert qui est Jean-Baptiste Lepesant, président de l'agence Beauvoir. Merci Jean-Baptiste de te prêter au jeu. C'est busy, mais la qualité du son devrait être là. Bonjour Simon, merci pour l'invitation. Bienvenue. Écoute, je suis vraiment curieux de t'entendre parce qu'avant off mic, on va dire, on commençait à discuter à propos de ce que vous faites. Et puis j'aimerais ça que tu me parles un peu des contextes qui amènent, parce que pour travailler dans le business-to-business qui s'ouvre au storytelling, que les gens, est-ce que c'est récent que tu sens un intérêt des PME B2B pour le storytelling? C'est intéressant parce que c'est effectivement une chose que j'ai remarqué dans les 15 dernières années. Parce que moi, je suis passé du monde des agences traditionnelles à servir des marques consommateurs où le storytelling a toujours été très présent. Puis, je me souviens qu'il y a 15 ans, les entreprises B2B, manufacturières, les plus petites, même les PME étaient très réfractaires ou ne comprenaient pas la valeur ajoutée du storytelling. Mm-hmm. Puis ça change parce que je vois que les entrepreneurs sont de plus en plus influencés par le branding, les grandes marques sont plus influentes. Les gens réalisent aussi que c'est plus accessible qu'auparavant. Donc là, il y a un intérêt. Puis c'est sûr que nous, par définition, c'est ce qu'on aime faire. Puis on pense qu'il y a là une façon de se démarquer pour les entreprises, même en B2B, parce qu'en B2B, souvent, on pense que l'acheteur est très cérébral. On pense qu'il y a des caractéristiques à surveiller, il faut qu'il fasse un appel d'offres, alors que oui, c'est vrai, mais on reste des êtres humains. Fait que le cerveau est encore connecté sur les émotions, sur la perception, Puis ce qui colle le mieux dans un cerveau humain, c'est des histoires. Oui. Fait que plutôt que de lancer une liste de caractéristiques d'un produit, de raconter une histoire, c'est ça qui colle. C'est vrai, mais c'est le fun d'entendre ça parce qu'effectivement, je pense que la perception, puis probablement que tu la rencontres encore aujourd'hui, c'est que le storytelling, c'est surtout, tu l'as dit, des grandes marques, puis surtout des marques qui s'adressent à des consommateurs. On sait que c'est présent. Puis honnêtement, les agences traditionnelles ont contribué à cette perception-là parce que traditionnellement, on a rendu le storytelling quand même complexe, coûteux à développer. Fait que je peux comprendre un entrepreneur qui dit c'est pas vrai, là, je peux pas mettre 100 000 $ pour raconter une belle histoire sur ma compagnie, mais ça change. Oui. Ça a changé les dernières années. Les outils permettent de faire ça plus simple. Puis, Beauvoir, avec notre positionnement, on veut proposer une façon de rendre ça accessible et simple. Donc, puis, quand tu parles de storytelling, j'aimerais ça savoir concrètement, ça part de où? Ça arrête où, tu sais, dans votre travail? Puis peut-être nous guider après ça, comment les entreprises restent, tu sais, gardent, continuent, perpétuent dans le fond le travail que vous avez fait. Concrètement, peut-être nous guider avec un contexte particulier, mais j'aimerais ça savoir comment vous vous intégrez, tu sais, il y a l'image de marque, on sait, tous ceux qui travaillent l'image de marque, il y a après ça la création de contenu en continu. Et vous autres, vous arrivez là-dedans, vas-y. Ouais. Déjà, le storytelling, c'est vrai que c'est un peu un buzzword. On peut l'utiliser à toutes sortes de façons. Ce qu'on voit, c'est que le storytelling peut influencer un contenu précis. Fait qu'on pourrait dire, traditionnellement, une marque plus B2C va faire un 30 secondes, par exemple. Ouais. Fait que ton 30 secondes est facile. C'est facile de raconter une histoire. C'est un début, un milieu et une fin. En pratique, nous, ce qu'on dit, c'est plus il faut développer une trame narrative. Il faut que dans l'ensemble de ton parcours d'entrepreneur, que ton histoire se propulse et qu'elle soit là du début à la fin de l'entreprise ou du parcours du client. Qu'est-ce que c'est du storytelling? C'est pas très compliqué. C'est de démontrer une transformation. Fait que c'est comme une façon créative d'amener le bénéfice. Ce qu'on cherche quand on fait du storytelling, c'est de ramener, dans le fond, la caméra vers le client, vers le consommateur pour dire, grâce à notre produit, grâce à notre solution, tu vas passer d'un état A qui a un problème à un état B.
Mais pour des entrepreneurs en B2B, des fois, c'est un challenge parce qu'on est tellement focusé sur notre produit. On part de nous, c'est ça? On part de nous. Puis souvent, même en storytelling, il faut amener les clients à réaliser qu'on ne va pas raconter leur histoire. Il faut raconter l'histoire de la transformation de leurs clients. La base du storytelling, c'est le fameux Pixar pitch. C'est une espèce de trame qui regroupe n'importe quelle histoire des trois petits cochons. Le héros. Au Seigneur des Anneaux. Ouais. C'est-à-dire, il était une fois, donc tu parles du contexte. Il était une fois, souvent, c'est une situation problématique. Dire, il était une fois un client qui répétait toujours les mêmes erreurs. À chaque jour, il vivait tel problème. Puis on amène après ça jusqu'au jour où. Fait que là, il y a un élément déclencheur. Et suite à cet élément déclencheur-là, on monte une transformation. Par la suite, le héros a vécu telle chose. Et finalement, à la fin de l'histoire, il est dans un autre état, il a réalisé son problème. Donc ça, c'est le classique trame. Ouais. Puis de où on part, parce que ta question est intéressante, souvent, on part de la stratégie. Donc on va partir justement de la stratégie de marque. Parce que dans une stratégie de marque, on est supposé avoir défini justement le contexte, le positionnement, les bénéfices. Et puis, on trouve là-dedans tous les éléments pour convertir ça en histoire. OK. Puis après ça, où c'est intéressant, c'est de dire comment cette histoire-là va influencer tout ce que je fais. Parce que ce serait facile de dire, je prends cette histoire-là, puis je crée ma brochure, ou je crée mon site web. Dire, ça y est, c'est fini, mon histoire est bien déployée. Nous, on essaie d'amener nos clients à dire, cette histoire-là, vous devez la raconter à tous vos points de contact. C'est-à-dire que même tes employés doivent contribuer à cette histoire-là, ton communiqué de presse, tes contenus sur les médias sociaux. Fait que tout ça devient un peu comme des épisodes d'une grande série. Est-ce que vous adaptez, vous créez du storytelling? Parce que plusieurs, par exemple, de nos clients, on travaille avec, par exemple, je ne sais pas, des sociétés logicielles qui ont des logiciels de gestion, mais ça va s'adapter au marché de la construction, des petits entrepreneurs ou à certaines franges du manufacturing. Fait que vous identifiez, vous positionnez une histoire dans différents contextes qui a un petit peu la même finalité, mais contextualisée, ou vous en faites une, puis après ça, c'est à vos clients de contextualiser finalement? Tu veux dire, mettons, par segment de... Oui, par segment de marché, oui. C'est important que l'histoire globale fonctionne à travers tous les segments, à travers tous les produits. Par exemple, des fois, tu as des clients qui ont différents produits qui s'adressent à différents marchés. C'est là le challenge de la stratégie de marque, c'est de dire, quelle est la réalité qui est vraie pour tout le monde, que j'ai envie que tout le monde répète. Parce qu'on ne se cachera pas que la réalité du storytelling, c'est de mettre les mots dans la bouche des clients pour qu'ensuite, ce soit facile à répéter. Fait que si c'est trop précis, le message va se diluer, il va perdre en cohérence parce que le vendeur du secteur construction va adapter l'histoire, le vendeur du secteur industriel va l'adapter également. Là, ça va être... ça va perdre en cohérence. Donc, il faut faire une histoire générale qui fonctionne, qui montre le bénéfice que l'entreprise en son ensemble offre. Mais après ça, par contre, ce qui est le fun, c'est qu'on peut le segmenter en épisodes. Donc, imaginez, je ne sais pas si vous avez écouté Breaking Bad, série culte, à travers les saisons, on touche quand même à différents thèmes, à différentes aventures. Donc là, ça permet de dire comment est-ce qu'on prend la trame narrative générale, puis comment est-ce qu'on fait un épisode sur la transformation dans le secteur de la construction. Comme ça établit l'univers, puis les gens qui ont un intérêt pour quelque chose de précis vont également se retrouver. Puis ensuite, au niveau des applications, est-ce que vous avez développé ça? Est-ce que vous développez aussi le wording, par exemple, d'un site Internet? Est-ce que vous allez dans les applications aussi comme tel, dire, je ne sais pas s'il y a certaines landing pages peut-être privées de vente ou des documents de toutes sortes? Dans nos interventions, il y a les deux cas de figure. Parce qu'il y a des clients qui nous engagent uniquement pour développer l'histoire. Donc là, on va leur remettre des guides, une banque de textes, toute une structure narrative, aussi l'élément créatif d'une histoire, le décor, des personnages, l'univers, tout ça, c'est l'élément plus créatif, c'est les visuels, la qualité des photos, etc. Fait qu'il y a des clients pour qui on remet tout ça, puis eux, ils pigent là-dedans. Après, ça leur permet d'avoir une cohérence dans tout ce qu'ils font.
Puis il y a également des clients qui nous mandatent pour déployer l'ensemble. Donc là, c'est sûr que quand on a la responsabilité de déployer l'ensemble, ben là, on peut peaufiner ça, on peut le développer sur mesure pour chaque élément. Mais on le sait très bien qu'aujourd'hui, particulièrement en B2B, particulièrement avec la PME, les clients ont besoin d'indépendance. Ils peuvent plus, comme quand moi j'ai commencé, un client nous donnait tout puis on contrôlait tout de A à Z. Ça, c'est pas mal terminé. Oui, c'est ce que tu remarques comme tendance, effectivement. Puis ce que je remarque aussi, c'est même quand l'agence a trop crafté tout de façon parfaite, le client est un peu pris avec quelque chose de très rigide. Il peut plus se l'approprier, il peut plus le faire évoluer. Donc, on aime mieux donner des morceaux au client, puis lui offrir du conseil pour le déployer, mais c'est beaucoup plus puissant quand tout le monde s'approprie l'histoire. Effectivement. Est-ce que vous travaillez aussi dans le ton, tu sais? Évidemment, après ça, il y a tout ce qui est document, tu sais, fort aux questions, par exemple, des petites sections, quoi que ce soit. Est-ce que vous développez le ton, le type de personnalité aussi? Au niveau, je ne sais pas si vous avez travaillé avec... Je rencontrais une firme qui travaille avec les archétypes pour déterminer le ton et tout ça. Vous travaillez avec ça aussi? Les archétypes, c'est directement lié au storytelling. Oui, évidemment. C'est comme une façon simplifiée d'identifier la personnalité des personnages clés. Donc ça, c'est exactement un bel exemple de comment guider le client dans l'utilisation. On ne se cachera pas aussi qu'aujourd'hui, les clients développent beaucoup de contenu avec l'intelligence artificielle. Donc nous, le fait de développer le storytelling, le guide, les définitions de l'archétype, la définition du ton, les messages clés, bien, tout ça, ça fait un bundle que le client met dans son agent IA, puis il va ensuite développer toutes sortes d'histoires basées là-dessus. Non, effectivement. Oui, quand tu gardes, quand tu bâtis, ça évite de faire inventer le storytelling par l'intelligence artificielle où là, il va devenir trop générique. Donc, on lui rentre un peu nos paramètres qui vont nous différencier, puis lui, il va l'adapter à un feuillet de vente ou un vendeur va faire son PowerPoint, il va aller faire écrire ses textes par l'intelligence artificielle qui va se baser sur ce que lui veut dire, qui est souvent très technique, mais influencé par la bonne tonalité, la bonne approche. Est-ce que vous faites aussi l'intégration de votre travail dans un agent IA interne chez le client aussi? Est-ce que ça arrive que... On peut le faire aussi. Ce qu'on réalise honnêtement, c'est que souvent les clients sont au même niveau que nous. On n'est pas, nous, une firme d'intelligence artificielle. On l'utilise. Mais ils ont développé leur propre façon de faire. C'est ça. Puis ce qu'on voit, c'est que les gens ont rapidement intégré l'IA dans leur façon de faire. Puis pour nous, on s'est même questionné à dire, OK, est-ce que l'IA menace le storytelling? Et on s'est dit, non, au contraire. Je pense que le storytelling, c'est profondément humain, c'est profondément créatif. Donc là, il faut influencer l'IA avec un storytelling de qualité. Puis pour nous, c'est un bel ajout, c'est une belle façon d'aider nos clients à prendre ce virage-là. Non, effectivement. Je pense que si vous n'arrivez pas avant qu'il y ait de la création de contenu par IA, on a... Houston, ça va être beige, là. C'est ça. Ça va être très beige, Puis c'est vrai que dans le cadre des PME, des industries, des fois qui sont dans des domaines très spécifiques, c'est facile de dire, c'est pas grave, c'est générique mon texte, il faut que je parle de mes caractéristiques de mon produit. Mais souvent, l'inconvénient, c'est que les gens perdent le côté affectif, le côté, la perception qui fait que quand tu rentres chez toi le soir puis que ton conjoint ou ta conjointe te demande qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, personne n'a envie de raconter les caractéristiques d'un outil, mais tout le monde se souvient de l'histoire. Le volet mémorable, c'est l'histoire. C'est ça l'objectif du storytelling, c'est de trouver quelque chose qui va marquer les esprits, qui va être facile à répéter, puis qui rend nos métiers tripants. Je pensais à un client qui vend des systèmes de faux sceptiques. On s'entend que c'est assez plate. On joue dans du caca, mais on réussit à créer une histoire, le fun, qui des fois part de l'histoire de l'entrepreneur, qui des fois part d'un problème du marché qu'il a réalisé, qui est basé sur l'histoire du beau-frère. Puis tout ça, on réussit à créer à partir de là quelque chose que les gens ont envie de répéter et qui est facile à retenir. Puis soudainement, ça devient plus jazzé comme... ça devient plus le fun à discuter. Qu'est-ce que tu penses de StoryBrand, Donald Miller et tout ça? C'est-tu des choses que vous utilisez? Une espèce de structure que vous utilisez aussi? Au niveau de la méthodologie, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Il y a plein de structures.
nous, on s'est beaucoup basé sur le Pixar Pitch parce que c'est vraiment le plus facile à comprendre. Dans notre méthodologie, c'est sûr que le storytelling, je dirais que c'est l'output. Ouais. C'est ce que le client veut. La méthodologie, pour nous, elle commence vraiment en amont au niveau de la stratégie. Parce que tu peux difficilement faire un bon storytelling si tu n'as pas un positionnement clair. Ouais. Donc là, ça rejoint les techniques classiques de marketing, de trouver le problème du marché, d'identifier le marché, d'identifier les segments de clientèle, d'identifier le bénéfice. Ouais. Tout ça, c'est ce qui va après ça aider nos créatifs à développer la bonne histoire. C'est pour ça que la méthode de création du storytelling n'a pas besoin d'être très sophistiquée. Quand on part avec les bons éléments, puis quand vous les avez pas, quand vous n'avez pas de livre de marque ou quoi que ce soit, il faut que vous dégagiez ça par des ateliers ou comment? C'est ça. Là, il y a toutes sortes de façons. On sait que traditionnellement, c'est ça qui fait peur aux clients en B2B, en PME. Oh boy, je me fais vendre. Je me mets la main dans quoi, là? C'est ça, tu sais, ça va être long, ça va être compliqué. Fait qu'on a développé plusieurs façons de le faire. Il y en a où on va aller en recherche, donc la façon un peu plus classique, avec des entrevues de clients pour aller chercher le problème. Puis à l'autre extrême, il y a des façons très simples. On prend 2 heures avec l'entrepreneur et son équipe de vente. On pose plein de questions, on fait sortir des insights. Puis à un moment donné, on se fie sur l'entrepreneur. On dit, bon, ben, je pense que tu connais ton marché. Si tu m'as dit ça fait du sens, c'est un bel angle. On part là-dessus. Oui. Parce que c'est pas tous vos clients qui sont à l'aise à ce que vous ayez scruté leurs clients, j'imagine, pour toutes sortes de raisons. Non, puis des fois, ce serait même difficile, surtout dans des choses très techniques, très technologiques. Oui. Puis il y a la disponibilité des gens aussi qui est souvent un problème. Exact. Puis on connaît la réalité des entrepreneurs. Un entrepreneur, beaucoup de choses, beaucoup de dossiers dans sa tête, beaucoup de choses avancées. Ils veulent que ça aille vite, veulent voir des résultats rapides. Il faut aussi s'adapter à ça. Il faut que ça soit fait hier. C'est ça, que ça soit fait hier. Puis souvent, quand on sort d'un atelier de storytelling, le client veut l'implanter le lendemain. Il faut, nous, être capable de lui envoyer rapidement, dire « OK, parfait, ce que je retiens de la rencontre, c'est que tu as aimé ça, ça, ça. » On te propose un petit guide pour commencer à le faire. C'est que la méthode est très agile. OK. Puis combien de temps ça peut prendre? Tu sais, dire, j'imagine que ça dépend, là, mais le cas classique d'une PME B2B qui n'est pas très... Le classique normal, c'est 2, 3, 4 mois. OK. Après ça, bien évidemment, il y a des clients qui traînent ça très longtemps. C'est sûr que c'est à la vitesse aussi que la collaboration qui s'installe. Puis à l'inverse, on se fait squeezer. Des fois, on a réussi à faire des lancements de marque en 1 mois. Là. OK. Il y a une bonne base. Là. Souvent, ce que je dis aux clients qui nous challengent sur la rapidité, c'est que c'est plus un challenge pour eux que pour nous. Ouais. Parce que nous, on a une équipe, on peut mettre plusieurs personnes en parallèle. Par contre, il faut que l'entrepreneur et son équipe fassent partie du processus. Ouais. Il n'y a rien de pire qu'une histoire ou une stratégie qu'on va développer rapidement, puis que le client va la diffuser à l'interne, puis que les gens adhèrent pas. Ça prend... Effectivement. Les meilleurs porte-parole d'une marque, c'est l'entreprise, c'est les employés, puis les gens adhèrent à ça. J'imagine que vous revisitez des histoires aussi une fois de temps en temps. Tu sais, quand tu as fait un premier mandat, tu as livré les guides et tout ça, ils l'utilisent et tout. Tu dirais à quelle fréquence ça a besoin d'être revisité ou est-ce que ça prend absolument un contexte de changement d'offre ou fusion-acquisition ou ces choses-là ou ça peut être bon longtemps? En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, il y a des gens qui partent avec une histoire ou une stratégie ou un plan et ils se rendent compte en cours de route que ça ne fonctionne pas. Ça arrive qu'on récupère des histoires qui ont été entamées et qu'il y avait des trous dedans. Là, il faut le faire revoir. Quand l'histoire est faite, quand la stratégie est bien montée, je dirais que normalement, ça dure quand même de 3 à 5 ans. Ça devient une trame suffisante qui permet, puis c'est la beauté de la chose, ça évite qu'à chaque année dans ta planification, tu repenses son histoire. D'ailleurs, on ne devrait pas faire ça. Vos clients devraient coller à votre histoire à long terme, un peu comme une marque. Tu veux développer de la perception, il faut que ça demeure. C'est sûr qu'après, quand il y a un changement d'offre, un changement de vision, un changement de marché, une acquisition, bien souvent, c'est une belle opportunité pour repenser le message. Mais pour nous, c'est important de séparer justement le storytelling général, la trame narrative, des tactiques précises. Parce que les tactiques précises, elles doivent évoluer. On a lancé un nouveau produit. Bon, ben parfait, là, on a besoin d'un épisode qui va parler de ce nouveau produit-là.
mais il faut que ça fitte dans la grande histoire. Dans la grande histoire. Puis l'idéal, c'est qu'elle soit pérenne dans le temps. C'est ça. Puis qu'après ça, les épisodes évoluent. Ça, c'est même le fun. Ça évite d'avoir une histoire plate. Effectivement. Souvent, c'est ce que les clients vont me dire. OK, là, tu m'as fait une belle histoire. J'ai fait un brand vidéo. Je le fais circuler sur mes médias sociaux. What's next? Je ne peux pas faire circuler cette vidéo-là à chaque jour. Donc là, ce qu'on leur dit, c'est non, il faut regarder la trame puis il faut l'appliquer à autre chose. Dans tout ce que vous allez faire comme contenu répétitif. C'est un peu ce que je vais montrer dans la conférence de demain. C'est quoi les éléments qui peuvent demeurer. Ouais. Donc, tout ce qui est, justement, vous parliez de l'archétype, c'est un élément. Tout ce qui est le profil des clients qui vivent la transformation, autrement dit, les personnages de l'histoire, eux, il faut qu'on les retrouve. C'est là souvent qu'on va retrouver nos segments de clientèle, par exemple. Comment ça peut vivre, on s'en resserre presque régulièrement. Puis la même chose pour les messages, pour les éléments visuels, Ouais. De garder une cohérence, fait que les gens reconnaissent un univers. C'est super. On écoute Le Seigneur des Anneaux, on voit 5 secondes du Seigneur des Anneaux, on sait qu'on est dans Le Seigneur des Anneaux. C'est un peu ce qu'une marque devrait essayer de faire. Ben, super intéressant, puis on va certainement pas manquer ta conférence. Ben merci. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci d'être passé, puis bon show. Ben merci, bonne continuation. Merci beaucoup.